Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast bonus de la cellule. Aujourd'hui je suis au Festival de Cannes et je vais en profiter pour faire quelques interviews. Ok, alors là je me balade actuellement sur le stand de Graal et je tombe sur l'équipe de Dragon Dead. Dragon Dead, bonjour. Dragon Dead, ah non, édition Eterna, Dragon Dead. Dragon Dead c'est le nom du jeu. Et édition Eterna, d'accord. Alors allez, tu nous parles de ça. Dragon Dead c'est un univers en fait dark fantasy, donc c'est du jeu de rôle qui a été fait par 3 auteurs français, Léo Fagianelli, Anne Muller et moi-même. Et du coup le jeu est en cours de développement, on va essayer de le sortir cette année. C'est un univers assez sombre où on a voulu vraiment créer un univers à part entière avec une géographie, une religion, une mythologie et des races originales propres à l'univers. D'accord, ok. Je vois qu'il y a un kit d'initiation, il se télécharge sur le net. Alors on peut le trouver, mais en ce moment il est en refonte puisque le système de jeu a été refondu suite au bêta test des conventions. Donc le nouveau kit d'initiation n'est pas encore sorti, on devrait essayer de le mettre en ligne le plus rapidement possible. D'accord, ok. Et c'est quoi comme système de jeu ? Comme système de résolution, système de jeu ? Alors le système de résolution c'est vraiment un système simpliste, on voulait un système fluide pour favoriser la narration. En gros c'est une caractéristique, une compétence, on les additionne, ça donne un seuil. On jette un nombre de dés, si la somme de dés est inférieure, le jet est réussi. Le dé le plus gros sert de degré de réussite. Et la difficulté est tout simplement gérée par le nombre de dés. Plus la difficulté est élevée, plus le MJ va octroyer de dés au joueur. Donc il aura de plus en plus de dés pour faire une somme totale inférieure à son seuil. Il n'y a pas eu un espèce d'énorme buzz autour de ce jeu récemment ? Il n'y a pas eu une espèce de souscription, je sais pas quoi, qui a fait des bons scores ? Alors la souscription s'est terminée il y a 2 ans, donc en mai 2013, et on a fait un score de 300% par rapport au seuil qu'on voulait atteindre pour développer le jeu, ce qui fait que le développement du jeu a été retardé puisque débloquant tous les paliers, nous avons dû débloquer l'écran de maître, un certain nombre de suppléments, de goodies, on a les dés, les bourses, tout ça qui a été débloqué suite au succès de la souscription. Ok, c'était les éditions Eterna. Pour la cellule, je passe au stand suivant. Merci. Je suis en face d'un jeu de Sword and Sorcery, Mind Dagger ça s'appelle. Il y a ici un jeune homme. C'est quoi Mind Dagger ? Bonjour. Alors je peux vous présenter le jeu. Bon, moi je ne suis pas l'auteur n'est pas là. Alors Mind Dagger, exactement qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de rôle, on va dire de type Sword and Sorcery. Sword and Sorcery, donc qui est basé un peu style, on va dire les gros exemples de Sword and Sorcery, c'est des mondes tels que Conan, Red Sonja, tout ça. Donc en gros les histoires de héros qui combattent des diverses entités, divers opposants, et dont on va raconter la saga, souvent épique, entrecoupée de combats à l'épée, etc. Ça a l'air épique parce qu'il a plus de voix. Ouais. Mind Dagger, donc c'est un jeu où le monde, on va dire, se relève d'un âge apocalyptique qui s'apparente à une grande guerre cataclysmique qui a détruit l'ancienne civilisation que l'on nommait l'Empire. Une civilisation de type médiéval mais extrêmement avancée par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur Terre. Et donc il ne reste plus que quelques tribus éparses de par le monde qui cherchent à survivre, on va dire dans un monde qui est économiquement proche du néolithique, scientifiquement, conceptuellement, entre le début du Moyen-Âge et le début de l'Antiquité. Donc avec des tribus proches de on va dire style de vie Grèce antique, viking, toutes sortes de civilisations fin d'Antiquité, début de Moyen-Âge. Tu peux nous parler un peu du système de jeu, système de résolution, rapidos ? Alors le système de jeu de résolution, on va dire, c'est très très simple. En gros, c'est basé sur un système de jet de dés rapide à difficulté fixe, mais pénalité sur le jet en matière de dés malus, c'est-à-dire des jets où on garde les moins bons dés, ou de dés bonus, de jets où on garde les meilleurs dés, comparé à un seuil de difficulté fixe. Donc en fait, les calculs sont très rapides et la prise en main extrêmement simple. La particularité du système, la plus flagrante on va dire, c'est que les descriptions des actions par les joueurs se font généralement après le jet de dés, à l'aune de ce que le jet de dés nous autorise à faire, ce qui permet le personnage, donc souvent un maître d'armes, va du coup pouvoir débloquer telle ou telle de ses figures de combat selon le jet de dés. Ça évite le grand classique bien connu du joueur Donjons et Dragons. Alors là je vais tourbillonner avec mon épée dans tous les sens, sauter sur le monstre et retomber en hurlant le nom de ma déesse chérie. Et bizarrement j'ai fait 1 sur mon échec critique, donc je me casse la gueule comme une merde. À Mind Dagger c'est pas possible, on est dans un jeu épique, c'est la saga des maîtres d'armes, donc on va dire qu'il faut que les descriptions soient cohérentes avec le monde et les personnages qu'on
qu'on incarne. Donc à un moment donné, vous faites un mauvais jet, vous aurez toujours une explication possible, un bouclier de l'adversaire qui s'est bien placé, des choses comme ça, sans jamais tomber dans la parodie que le système Donjons et Dragons peut des fois nous offrir, ou que n'importe quel jeu classique pourrait nous offrir. Donc Mind Dagger, c'est peut-être pas la solution à tous les problèmes. Moi en tant que MJ, en tout cas pour l'utiliser, je peux vous dire honnêtement, extrêmement rapide de prise en main, pas frustrant pour le joueur, ça favorise l'immersion, et surtout pour avoir un peu pratiqué l'escrime, je peux vous assurer que vous aurez pour ceux qui ont déjà fait du combat, qui connaissent on va dire la sensation d'un vrai combat à l'épée, vous aurez des choses à Mind Dagger que vous connaissez déjà en matière de sensation. Ça va vous faire étrange. Ok. Et donc c'est un jeu indépendant, www.minddagger.com, c'est bien ça? C'est ça, il confirme? Ouais, voilà le site internet www.minddagger.com. Donc a priori sortie imminente. Probablement première convention où le livre officiel sera sorti. Ce sera la convention Eclipse. Je sais plus trop bien les dates, mais c'est à Rennes, je crois, un truc comme ça. On s'y retrouvera avec donc Thierry Linguelia, c'est comme ça que ça se dit? Oui, Thierry Linguelia, donc un ami à moi et auteur du jeu Mind Dagger. Voilà, qui donc là n'est pas sur le stand, je sais pas pourquoi, il a pas encore dû arriver. Voilà. Moi c'est Ben, je suis on va dire un scénariste régulier sur le jeu, non officiel, hein, je file le coup de main. Et quoi qu'il en soit, MJ, on va dire très très régulier du jeu dans les conventions et grand amoureux de Mind Dagger. Voilà, merci. Merci Ben. Alors ici nous sommes sur le stand de Sébastien Perle, auteur de Stella Nova. C'est quoi qu'il s'agit Stella Nova? Bonjour. Alors Stella Nova, c'est un petit peu donc du V pour Vendetta dans l'espace, grosso modo. Donc vous avez un gouvernement, la Constitution nationale, dans une station monde, qui a décrété les droits universels, donc des droits de l'homme. Donc liberté, égalité, fraternité. La société est parfaite, il n'y a aucun souci, personne ne vous ment, pas de corruption. Et il y a des voix qui s'élèvent contre ça, donc des voix de la liberté, qui disent non, tout ceci n'est pas vrai. Et quand on commence à creuser sous la couche de la propagande, on trouve en fait une société complètement inégalitaire, avec tout en haut des citoyens d'honneur qui ont tous les droits, et tout en bas ce qu'on appelle des néganthèmes qui n'ont aucun droit à part travailler et se faire recycler, grosso modo. D'accord, ok. C'est quoi à peu près le système de jeu, système de résolution? Tu peux nous présenter ça rapidos? Oui, alors c'est un système qui est basé sur le D8. Donc on associe donc une humeur, qui est le nombre de dés qu'on va lancer, avec une habileté qui va en fait panacher le résultat du dé. Par exemple, j'ai 4 en coordination, je vais lancer 4 D8. J'ai 4 en escalade. Hop, je regarde la petite table qui est en bas, je suis maître. Donc j'ai un 5 par exemple sur mes 4 D8, c'est mon meilleur score, je garde ce score. Comme je suis maître, en réalité j'ai fait 11. Donc je viens de réussir un très difficile alors que le maître de jeu, l'être suprême, m'a demandé un 5. Donc j'ai un très beau résultat. D'accord, c'est un jeu de rôle de classique avec un maître de jeu et des joueurs? Voilà, c'est l'être suprême, le maître de jeu, et les élus sont les joueurs, puisqu'il y a la religion de l'être suprême, comme à la Révolution française. Ça m'a tout l'air d'être un jeu à secret où on va découvrir plein de trucs au cours de la campagne? Oui, c'est un jeu à secret, j'adore ça. Voilà. Okay. Merci Sébastien. Allez, là je me pose un petit peu, je m'assois à côté d'un copain, Benoît Chérel. Benoît, ça va la pêche, la patate? Bonjour, oui, la patate. Bon, ami podcasteur, ami créateur, ami fanzine, ami écriture, ami tout ça quoi. Ouais, un peu tout ça en fait, ouais. Alors tu te présentes rapidement pour nos auditeurs, c'est quoi? C'est des chroniques Alors moi je m'occupe des chroniques d'Altaride, ouais, je suis rédacteur en chef, c'est un mensuel rôliste qui est gratuit sur internet et qui existe depuis cet été en version papier, on en est au numéro 34. C'est un thématique, tous les mois il y a un thème différent et avec un collectif ouvert, c'est-à-dire que tous les numéros sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent contribuer pour proposer un contenu, une image, une lettre de jeu, un article quelconque. Tu invites les gens à écrire pour toi? Voilà, donc tout ça c'est bénévole. Mais l'idée c'est d'essayer de faire une tribune d'expression pour un peu toutes les tendances rôlistes et donc c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir à tout le monde quoi. Alors tu me disais en préparation du podcast que c'est quand même un magazine qui fait parler avant tout les auteurs plus que les journalistes et donc tu fais pas tellement de critiques, plutôt des revues d'auteurs qui viennent raconter leur vie un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, le cœur des chroniques, c'est de montrer un peu le milieu rôliste, son existence réelle et pas la production qu'il réalise. Donc, on est plus sur la réflexion sur le jeu de rôle ou alors, en particulier,
le visage des acteurs du milieu rôliste, donc que ce soit les joueurs, les meneurs de jeu, les auteurs, les créateurs de scénarios. Voilà, on est un peu dans tout ce milieu ou les éditeurs, enfin les boutiques, pourquoi pas, et montrer la variété, d'où vient le processus de création, comment il fonctionne, quelles sont les mouvances au niveau des choix. Par exemple, en ce moment, on bascule un peu sur du crowdfunding, il y a des réflexions à faire là-dessus. Voilà, donc en posant des questions à tous ces gens-là, en leur donnant un espace pour s'exprimer, on peut arriver à mieux comprendre le milieu du jeu de rôle. Et puis un autre axe, c'est aussi montrer que justement le jeu de rôle, c'est pas que des objets, des livres et des dés, mais c'est aussi des gens, et que ces gens-là, ils s'insèrent dans une société, qu'on n'est pas juste une communauté complètement à part dans une cave, mais qu'il y a des ponts qui existent entre le jeu de rôle et de nombreuses autres pratiques artistiques et culturelles. D'accord, ok, très bien. Eh ben, je te remercie Benoît pour tout ça. Mais bon, de toute façon, on sait, on va se rapprocher. Il y a je sais que notamment dans ton podcast, on entend des gens comme Xavier, Globo, qui vont venir un petit peu sur la cellule. Toi aussi, Benoît, tu as envie de t'inviter sur les micros de la cellule, c'est bien naturel. Et donc, on aura l'occasion ensemble de rediscuter de tout ça, de ton fanzine. Moi, j'en entends beaucoup parler par les indépendants qui te connaissent. C'est très intéressant tout ça. Donc, merci Benoît. Merci beaucoup, à bientôt. C'est pour la cellule, monsieur. Une petite interview pour la cellule, monsieur. Et voilà que je tombe sur François alias Narc sur les ateliers imaginaires. On t'entend souvent sur les ateliers imaginaires. François, comment ça va? La pêche, la patate, la forme? Très très bien, merci. Je découvre l'ambiance festival à Cannes, l'ambiance festival tout court, parce que c'est la première fois que je participe en tant qu'auteur en étant derrière la table. Et on est d'accord, c'est un truc complètement fascinant, complètement fou. Tout à fait, effectivement, je suis assez surpris, il y a quand même pas mal de gens qui s'arrêtent, qui posent des questions, qui s'intéressent, des gens même qui ne connaissent pas le jeu de rôle, qui veulent savoir ce que c'est, comment ça se passe. Très familial, très sympa. Très familial. Bon, après, on a toujours, il y a des gens qui passent, qui jettent un regard dédaigneux sur ton travail et qui continuent leur route sans avoir dit bonjour. Bon, c'est assez surprenant aussi, mais il faut de tout. Manaheurst, quelle merde. Alors justement, tu vas nous parler de cette merde qui est Manaheurst. C'est parti, tu nous en parles. Alors Manaheurst, c'est un projet que je mûris, sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un projet qui a mûri avec moi, qui a changé avec moi, jusqu'à ce que enfin j'arrive à accoucher du bébé voilà, l'été dernier. J'ai réussi. Pensez à quelqu'un, ça. J'ai enfin réussi à finaliser la rédaction. J'ai motivé mon frangin qui est juste là, ainsi que mon père, pour faire les illustrations du jeu. Et donc ça y est, le livre est finalisé, le jeu est finalisé. Maintenant j'essaye de le faire connaître, mais comme personne me connaît, c'est un peu plus difficile. Alors tu es un peu comme Alexandre Astier, tu fais travailler toute ta famille sur ton travail. Exactement, ils sont enthousiastes. Mon frère, il n'a pas fallu grand chose pour le remotiver à se remettre au dessin et à replonger dans l'univers du jeu, donc ça s'est bien passé. Tu nous parles rapidement des particularités de Manaheurst, peut-être son univers, et puis ensuite tu vas nous parler un petit peu de son système de résolution, son système de jeu aussi. C'est parti. Alors, l'univers de Manaheurst, ça se passe dans notre futur sur Terre. Une météorite s'est effondrée en l'an 2851. Après une grande période de chaos, donc la météorite s'effondre, provoque un grand cataclysme qui entraîne des morts en masse. Un groupe sorti un peu de nulle part reprend les choses en main et pose les bases d'une nouvelle civilisation sur Terre. Donc c'est dans ce contexte-là que je propose aux joueurs d'interpréter des personnages. Ils peuvent le jeu propose d'interpréter des humains ou des mutants, parce que la chute de la météorite a entraîné des mutations chez les humains, des mutations avec des animaux. Donc on va pouvoir jouer un mutant tigre, ou alors un humain qui d'apparence est normal mais peut respirer sous l'eau par exemple, ou un humain avec des ailes dans le dos. Chacun peut concevoir son mutant à sa sauce ou jouer un humain normal, enfin classique. Et donc l'intérêt du jeu est de sortir de ces grandes cités qui se sont reconstruites après la chute de la météorite et de repartir à la découverte de la Terre qui a changé parce que la météorite a également provoqué le retour de la magie sur Terre. Donc une magie qui est très dépendante de la vision qu'on peut en avoir, assez liée au psychologique, à la personnalité. Et donc les personnages peuvent développer leur propre sort et une magie qui peut être très différente d'un personnage à l'autre. Alors tu dis de Manaheurst souvent qu'il s'agit d'un univers participatif. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors il y a plusieurs facettes à cette participation.
une facette d'abord en jeu, parce que justement ce système de magie est participatif. Chacun développe et chaque personnage va dégager cette magie, et la magie sur Terre est le fruit de toutes ces magies indépendantes. Donc c'est une sorte de somme d'inconscient collectif sur lequel les gens vont avoir une sorte de participation de création. C'est ça, chaque personnage teinte la magie qui est autour de lui, et la magie qui est autour de lui, qui est teintée d'une certaine manière, peut avoir une influence sur lui également. Et donc les joueurs vont pouvoir développer leur propre sort en ayant toujours en tête cette vision de la magie qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure des aventures du personnage. C'est un jeu de rôle qui est plutôt destiné à faire des campagnes relativement longues, puisque l'objectif est de rentrer petit à petit de plus en plus profondément dans ce personnage et dans sa magie. D'accord. Est-ce que tu pourrais rapidement nous parler du système de jeu? C'est un système classique avec un meneur de jeu et des joueurs? C'est un système classique avec un meneur et des joueurs, mais par contre le jeu ne s'appuie pas sur des dés mais sur des cartes. Des cartes qui permettent déjà une certaine interprétation de leurs résultats, et également qui permettent aux joueurs, il y a un des paquets de cartes qui s'appelle des cartes d'influence que les joueurs peuvent piocher à n'importe quel moment pour leur apporter du grain à moudre, pour leur permettre d'influencer sur l'histoire, de leur permettre d'influencer également leur interprétation. Donc après tout dépend du groupe de joueurs, mais si les joueurs sont prêts à jouer le jeu, il est possible en tant que joueur d'apporter des choses à l'histoire et de faire évoluer le monde selon les idées qu'on peut avoir. Eh bien, très heureux de t'avoir entendu François sur la cellule après t'avoir lu sur les ateliers imaginaires. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur Manners, un truc une question que j'aurais pas posée et à laquelle tu aurais envie de répondre? Auto-questionne-toi. Alors je finis de répondre à une question que tu as posée précédemment sur ce qu'était le jeu de rôle participatif, parce que Manners, donc je l'ai appelé le jeu de rôle participatif, et j'ai également créé un site internet qui permet aux joueurs de Manners de s'inscrire, de partager leur vision du monde, leur vision des règles, leur vision du jeu. Et de partager donc leurs scénarios, leurs textes, leurs illustrations, de manière à faire naître une communauté. Et donc ça c'est en cours. Donc j'espère que... Et une dernière chose aussi, Manners est en téléchargement libre. Donc tout est disponible gratuitement sur le site internet du jeu, www.mana-earth.com. Eh bien merci François, à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à tous, et là je croise à l'instant Florent. Alors par contre je suis dyslexique, j'ai toujours du mal avec ton nom, c'est Moragas. Moragas. Ça, je te jure, c'est Marogas. C'est pas grave. Embrouillé. Pour moi c'est Florent, hein, d'accord. Okay. Merci. Alors j'ai reçu le kit d'initiation d'Insectopia et plusieurs mails de toi. Tu veux qu'on le teste sur la cellule? On va le faire. C'est en cours. Est-ce que tu pourrais m'en parler comme ça rapidos? C'est quoi Insectopia? Alors Insectopia, c'est un univers particulier où on va incarner des insectes évolués. On va appeler des intres, donc ce sont des insectes doués de conscience. Donc la particularité du jeu, c'est qu'ils ont un niveau de développement, disons médiéval, mais l'univers, il est entre le livre des 5 anneaux, je dirais, et Dune ou Empire Galactique. Oh, c'est cool. Voilà, c'est un univers très particulier parce qu'il y a de l'intrigue, mais c'est futuriste. Et en même temps, on joue des insectes. On a des super pouvoirs. On utilise des phéromones. On a des insectes à sang froid, enfin des animaux à sang froid. Donc, on joue avec la température aussi. On joue avec les sociétés insectoïdes parce qu'il y a des dominants, il y a des esclaves, etc. Et on a des super pouvoirs. On vole, on marche au mur, on peut mordre, voler, etc. Ouais, donc déjà, les capacités spéciales, le fait de jouer des insectes, ça va nous donner à jouer et avoir une expérience qu'on ne peut pas avoir avec un jeu de rôle traditionnel où on joue des humains. C'est ça que tu veux dire? Alors, le parti pris, c'est que tout est nouveau et tout est innovant dans le jeu. C'est-à-dire qu'on joue des insectes. Et les particularités des insectes sont intégrées. Et le système de jeu est fait pour justement être innovant aussi. Il est fait pour être innovant. On joue avec des pastilles qu'on appelle des blattes. 42 blattes de couleur, voilà. J'ai vu ça, ouais. Voilà. Et ce système, il est là pour changer.
Il est honnêtement, tous les gens accrochent une fois qu'on le joue. On est un peu réticent au départ, mais après Ça a l'air très simple de prise en main en tout cas. C'est super simple de prise en main. Et l'objectif de ce système, c'est la fluidité. Nous, mes amis et moi, on joue à des jeux de rôle et on aime bien des combats rapides et que ça se passe et que ça soit très dynamique. Donc le système, il est fait pour ça, pour que ça soit rapide et dynamique, qu'on a des combats rapides. Voilà. En même temps, c'est un système assez létal, on peut se faire tuer rapidement, mais on a des dates de chance pour survivre aussi. D'accord, ok. Ça, c'est pour le système de résolution. Le système de jeu, c'est un jeu de rôle classique avec un meneur et des joueurs ? C'est un système, oui, avec un meneur et des joueurs. Voilà. Très bien, ok. Pour se calibrer un peu, parce que vu qu'à la cellule on teste parfois des jeux très anarchistes en termes de système, je préfère préciser pour que nos éditeurs soient pas perdus. D'accord, très très bien. En termes de propos de problématiques, est-ce que c'est plutôt un jeu à secret ? Est-ce qu'à travers la campagne tu veux aborder des problématiques, je sais pas, écologiques ? Qu'est-ce que tu abordes finalement à travers cette campagne d'Insectopia ? Je vais répondre on m'a posé la question un peu différemment hier. On m'a dit pourquoi tu as fait ce jeu pourquoi tu as fait ce jeu et qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce jeu. C'est exactement ma question. Voilà. Et donc il y a 20 ans, je me suis dit il faut que je crée un jeu. Voilà. Après je me suis dit j'ai envie de créer un jeu sur les insectes. Pourquoi ? Parce que quand j'étais gosse, tous les étés, mon père était agriculteur et on était dans la rivière avec mon frère et il y avait cet univers à côté de nous, magique. Et ça m'a toujours attiré vraiment parce que c'était beau et parce que c'était particulier, un univers imaginaire très fort. Et quand je suis devenu adulte, j'ai voulu créer un jeu de rôle après avoir joué là-dessus. Et je me suis dit, pour créer un jeu de rôle là-dessus, il y a le parti pris insectes, mais il faut que les gens puissent jouer des insectes, qu'il y ait une accroche humaine. Parce qu'on ne peut pas dire à un joueur je vais jouer un insecte avec. Voilà, c'est peut-être compliqué. On ne sait pas ce que c'est que d'être dans la tête d'un insecte, donc on ne peut pas jouer un insecte. Donc il fallait les humaniser. C'est ce qui est fait. Donc c'est un parti pris entre. C'est humanisé, mais ils ont un côté insectoïde aussi très fort. Donc c'est entre les deux, c'est important. Et ce que j'ai voulu faire ensuite dans le jeu, c'est mettre un peu de moi-même dans mon analyse de l'humanité, en toute humilité. C'est un questionnement sur la science et la technologie et les religions et l'humanité. Les différentes races, elles représentent les traits culturels des différentes sociétés. Sociétés humaines en fait, d'accord. Les différentes sociétés humaines. Et il y a ce conflit entre les différentes sociétés, mais il y a aussi il y a au départ tout un monde où tout le monde croit en des dieux, un peu des dieux de la nature, et ils craignent les dieux. Voilà. Et les myrmides, donc le peuple des fourmis, en fouillant dans des mines, ils vont découvrir une sphère métallique qui vient d'une autre civilisation. Et cette civilisation, on peut penser que c'est une civilisation humaine. Et quand les myrmides comprennent que cette civilisation avait de la science, de la technologie, et ils avaient surtout une religion monothéiste, et ils s'étaient placés au centre de l'univers. Leur être était placé au centre de l'univers. Donc l'impératrice Sarai III, qui est l'impératrice myrmide, elle crée une nouvelle religion, et elle se place au centre de cette nouvelle religion. Elle fait venir des différents peuples à cette religion, et il y a un prosélytisme très fort qui marche beaucoup, parce qu'il y a de la technologie, de la science, etc. Donc ça attire énormément. Mais certains peuples du sud, du territoire, ils vont être contre cette évolution parce qu'ils sont très attachés à leur religion, à leur positionnement. Ils veulent pas se placer au centre de l'univers. Ils veulent toujours aller vers les autres dieux de la nature. Voilà. Donc c'est intéressant. Tu piques ma curiosité. Vraiment. Bon, nous tu nous as envoyé le kit de démo à la cellule. Je te dis on va y jouer. Là, tu me donnes encore plus envie d'y jouer là. Alors, et là, le pendant, c'est que les intres qui croient aux anciens dieux, qui sont les anciens dieux, c'est les titans qui vivaient sur cette planète il y a des centaines de milliers d'années. Ces intres-là, ils créent leur religion et ils sont en confrontation avec les peuples du Sud. Donc il y a un camp qui est pour le renouveau, un camp qui est pour l'équilibre ancien. Et au bout d'une cinquantaine de cycles, donc années, il se passe qu'il y a une maladie qui apparaît. Et une maladie qui va toucher les intres, tous les intres. Donc ils deviennent un peu translucides et phosphorescents. Il y a des points phosphorescents qui apparaissent sur leur chitine. Et puis après ils ont des mutations, etc. Soit psychologiques, soit physiques. Et donc les différents peuples, pour traiter cette problématique, ils rejettent
Ils savent pas traiter la maladie, donc ils rejettent ces créatures-là, qui continuent à vivre et qui vont vivre dans les tréfonds de la Terre et qui vont se regrouper au fur et à mesure et ils vont former une société anarchiste qui va avoir comme but principal, c'est la vengeance. Ils sont pas gentils, ils sont pas méchants, mais pour eux, ils ont été rejetés, ils forment une société qui veut détruire l'ordre établi. Pour eux, c'est la destruction, le néant. C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser beaucoup à un jeu de rôle qu'on a testé récemment qui s'appelle Shaan. Je sais pas si tu connais Shaan. Oui, je connais Shaan, pas profondément à vrai dire, mais je connais, voilà. Et qui est pareil en fait, qui utilise finalement une autre planète, les aussi pour comment dire critiquer finalement ce qui se passe sur la Terre quoi. Et là quelque part c'est ça, c'est-à-dire que tu vas décaler des problématiques humaines, tu vas les transposer dans un monde d'insectes, mais en fait c'est bien de notre société contemporaine et de la Terre et de l'humanité dont tu parles. On est d'accord Florent? On est d'accord. Donc ça c'est intéressant. C'est cela dont je parle et je fais pas de parti pris dans le jeu, dans le sens où moi j'ai pas à dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Il y a des choix à faire humains ou voilà. Mais tu vas laisser les joueurs en discuter au fur et à mesure de la partie. Je vais laisser les joueurs en discuter au fur et à mesure de la partie et le jeu est fait pour qu'il y ait des clivages entre les personnages, entre les races, entre les territoires qui permettent justement des questionnements sur le jeu. Qui permettent des questionnements sur le jeu et qui les intres sont à un moment et donc les joueurs sont à un moment où ils vont pouvoir se questionner sur l'avenir de l'humanité entre guillemets, de l'humanité qui est transposée. Quel choix pourrait-on faire pour que les choses soient peut-être différentes? Voilà. Moi j'ai pas de solution, mais voilà, je me pose des questions quand même. S'il y avait une question que tu avais envie de te poser, tu sais, souvent sur la cellule on dit que les journalistes ils savent pas poser des questions et nous en tant qu'auteurs il y a toujours des questions qu'on aimerait que les journalistes nous posent mais qu'ils nous posent jamais. Est-ce que il y a une question à laquelle tu aimerais bien répondre de ce type-là qu'on t'a jamais posé et que je te laisse réfléchir? Pourquoi tu fais tout ça? Alors, quelle est la réponse à cette question? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais du jeu de rôle? Pourquoi est-ce que tu as fait Insectopia? Qu'est-ce que tu recherches à travers ce jeu? Ce que je recherche à travers ça, c'est donner un imaginaire. C'est donner un imaginaire aux gens, c'est de partager des choses. Et personnellement, c'est un combat pour croire. Pour croire en ce qui n'est pas réel. Et à croire, à se dire, un jeu de rôle, oui, on vit pas du jeu de rôle en France. Un jeu de rôle, ça marche pas. Je sais pas combien de fois je l'ai entendu ça. Mais en fait, j'ai envie de faire taire ces idées. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de porter le projet jusqu'au bout. Je le fais avec des amis parce qu'ils ont le rêve aussi de le faire. Et donc c'est le partage de ce rêve-là. Et j'ai envie que ce rêve d'ado, parce que Jacques Brel disait que quand on est enfant, on a des rêves et quand on est adulte, on les réalise. Et je trouve que c'est très vrai. Et donc je veux faire ça. C'est croire en quelque chose que tout le monde m'a dit qui ne fonctionnait pas. C'est beau, c'est un combat en fait assez intéressant. On a exactement la même démarche tous les deux. J'aurais répondu à cette question exactement la même chose que toi. C'est-à-dire une sorte de combat contre la morosité ambiante aussi, l'idée que tout va de travers, que tout est foutu, que la science a résolu finalement toutes les questions alors que c'est pas vrai, et que du coup il ne reste plus de magie dans le monde et plus rien à creuser. Et ben avec les insectes, c'est ça que tu creuses et c'est ça que tu recherches et je trouve ça très beau et je partage à fond. Merci Florent. Ça se trouve où Insectopia pour finir? Merci Romaric. Alors Insectopia, ça se trouve sur le site internet insectopia-jdr.com. Il y a le livret découverte libre téléchargement. On peut jouer directement 2 scénarios. Il y a les races, etc. Il y a le gros livret de découverte. Ça se trouve aussi sur Facebook. Insectopia, donc vous trouverez Insectopia JDR sur Facebook et donc sur Ulule bientôt, donc souscription mars à avril cette année, et puis on a un petit site de vente pour vendre les livrets découvertes en version papier qui sont à 10 €, c'est pas très cher, et les sachets de blattes, c'est un point important. Alors on vend les sachets de blattes non pas pour faire de l'argent mais pour que le sachet existe et qu'on puisse jouer au jeu. Voilà l'objectif. Merci Florent. Et puis les sachets de blattes, j'imagine que de toute façon, même si on n'a pas grand thune dans son portefeuille, on peut toujours s'improviser des blattes, non? Bien sûr.
C'est un système on peut se le construire soi-même. Moi, je l'ai construit moi-même. Hein. C'est des pastilles de couleurs d'aquarium, quoi. Des billes anglaises. Des billes anglaises, voilà, des tokens, quoi. Qu'on peut se faire dans un sachet. Il n'y a aucun problème. Voilà. Merci Florent. À bientôt. L'important, c'est que ça soit joué. Voilà. Bien sûr. Voilà. Merci Romaric. Porte-toi bien, joue bien. Salut. Merci. Et là, je me retrouve devant. Mais tu es Julien Guilbert. Et attends, mais Ouais. tu serais pas Alice sur Casus? J'étais Alice, ouais. Je suis plus sur Casus, mais ouais. C'est énorme, on s'est pris la tête trop de fois tous les deux. Trop de fois, une fois, mais. On a fait tellement de trolls ensemble, là c'est un copain de troll. Alors qu'est-ce que tu viens pour présenter quoi Je là? travaille sur Terre suspendue, hein, donc ça fait plusieurs années, ça fait une dizaine d'années que je travaille dessus, donc. C'est toi l'auteur de Palimpseste? Ouais. Je m'appelais Dorven avant, ouais. Julien Dorven, maintenant Julien Guibert. Ce jeu où la magie et la métaphysique de l'univers, où tout est magique en fait. Ouais. C'était passionnant comme thème d'univers. Merci. Est-ce que tu veux nous présenter les terres suspendues rapidement? Rapidement Ou alors, longuement, mais dans ce cas-là, je passe de l'autre côté de l'écran. Alors, d'accord, alors je vais faire le tour, chers auditeurs, en live. Je fais le tour pour rejoindre mon copain de troll, Alice. Attention. Hop. Alors, déjà, on va parler univers. C'est parti. Qu'est-ce que l'univers des terres suspendues? Alors c'est ce qu'on appelle, tu sais, les univers arcane punk. Je sais pas si tu vois un peu. Pas du tout. Donc la magie sert, mais la magie sert au quotidien. Y a, dans la plupart des jeux de rôle, il y a de la magie qui sert, mais on réfléchit pas la magie au quotidien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la magie? Finalement, on a des magiciens qui font de la magie en combat, mais qu'est-ce qui se passerait en fait si la magie était accessible à tout le monde et si la magie était le moteur de l'univers, exactement comme dans notre univers physique? La science joue ce rôle. Donc en fait, dans notre univers physique à nous, on est des ingénieurs qui conçoivent des appareils et nous on est simplement des utilisateurs d'appareils. Alors on a des connaissances techniques de base, en général pour la plupart d'entre nous, qui nous permettent d'appuyer sur un interrupteur, qui nous permettent de brancher un grille-pain ou quoi que ce soit. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si c'était la même chose dans un univers magique. Donc tu as des magiciens qui sont l'équivalent de nos ingénieurs, et puis tu as les individus lambda qui se servent de la magie, mais simplement qui achètent les sorts dont ils ont besoin, qui achètent des forfaits pour se téléporter, qui achètent des forfaits pour se faire rappeler à la vie en cas de besoin ou quoi que ce soit. Et évidemment, c'est une société aussi très capitaliste, ça veut dire que ceux qui ont les moyens ont accès à peu près à tout. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une société très raciste et très xénophobe dans laquelle les elfes sont à la tête. Alors c'est un peu symbolique parce que c'est des elfes à la L'Oréal, tu vois, qui ont les moyens de... Est-ce qu'ils ont les scandales comme nous avec L'Oréal? Ouais, non, mais ils ont le côté ils ont tout mis dans la magie cosmétique. Et c'est vrai que la magie leur sert à vivre dans un cadre enchanteur, c'est-à-dire à être beau, éternellement jeune, éternellement... Voilà, une caricature du monde réel à travers un univers fictionnel, mais en fait derrière c'est l'univers réel qui est visé et c'est ça que tu critiques. Ouais, c'est ça. Enfin, tu sais, c'est une réflexion, c'est une période de jeu aussi qui commence. Pour moi, qui a commencé avec Shadowrun, et tu sais où t'as des univers où t'as forcément une réflexion politique sur l'univers ou une réflexion écologique parce que t'as des choix à prendre en tant que joueur, mais ça a des répercussions dans un monde où entre guillemets capitaliste où il y a quand même des flux financiers, et donc c'est pas parce qu'il y a de la magie qu'en fait la magie a résolu tous les problèmes. Et justement ce qui m'intéresse, c'est de dire que même si la magie existait, en fait finalement il y aurait des problèmes de pollution, il y aurait des problèmes de corruption, il y aurait des problèmes de racisme, mais comment est-ce qu'ils s'exprimeraient? Donc c'est un peu l'humain et l'humain quoi, quelque part avec Alors le système de jeu, c'est un système classique avec un meneur et des joueurs, et système de résolution, tu nous en parles peut-être? Alors le système de résolution, en fait, il est venu... J'avais un système de résolution au départ classique, puisque finalement au départ mes règles, moi je suis parti de Donjons et Dragons. C'est du Donjons et Dragons qui a tellement évolué au fil de changements autour de la table, que ça devenait plus Donjons et Dragons, donc c'est devenu un peu quelque chose. Alors c'est un peu un ovni, parce que ça fait partie des systèmes diceless, mais dans lequel il y a un système qui est assez... je dirais couillu, parce que c'est copieux. Quand même... Ouais, voilà, c'est un système c'est pas un système pour du one shot, c'est un système qui joue plus en campagne. Et l'idée, en fait, c'était d'avoir un système qui soit collaboratif. C'est-à-dire que où on joue pas pour sa pomme, parce que dans la plupart des jeux, on se trouve à faire des jets pour soi, pour se défendre soi ou quoi que ce soit. Et je voulais vraiment qu'on fonctionne un peu comme une équipe. Tu sais, un peu les vieilles séries Mission Impossible, où chacun a ses capacités, mais où chacun aide les autres, vient aider les autres.
Et le fait, c'est tu peux être un combattant dans le groupe, mais en fait, tu peux défendre les autres, tu peux te battre pour eux, et les autres peuvent t'aider. Et comme ça fonctionne tout sur la magie, c'est vrai que il y a le fait que par exemple, s'il y en a un qui peut te rendre invisible, quand tu te rends invisible au combat, ça te permet toi de te battre beaucoup mieux. S'il y en a un qui te permet de te dématérialiser, ça permet de te battre au combat, mais sans prendre des coups en échange. Donc c'est vraiment un jeu, comme on dit, en combo, mais où tu... Ça fait penser à Naruto, un peu dans le style, où en fait, tu connais pas, tu sais, ou à des mangas dans lesquels chacun a un peu ses éléments, ses capacités, il va falloir se combiner entre persos pour faire des combos. Et... individuellement, t'es plus fort que la moyenne parce que tu joues quand même, on va dire, un policier d'élite. Mais tu deviens fort avec tes compagnons. Et c'est justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'avoir une équipe autour de la table. Pas des joueurs qui jouent perso, qui jouent un peu dans leur coin. Et l'idée, c'était de créer cette dynamique et qui fonctionne assez bien. Donc le système fonctionne sur des mises. C'est-à-dire que tu as un certain nombre de points dans tes compétences. Et en fait, tu vas choisir de les répartir. Alors, en situation de combat, en situation de stress, tu vas choisir de les répartir entre l'initiative, l'attaque et la défense. Et tu te dis, qu'est-ce que je veux ? Je veux agir le premier. Alors, pas forcément attaquer, c'est agir au sens large du terme. Est-ce que je veux agir le premier ? Est-ce que je veux agir le plus puissamment, le plus fort, faire le plus de dommages, atteindre le plus d'adversaires ? Ou alors, est-ce que je veux me défendre ou défendre les autres ? Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de dé, mais il y a une incertitude parce que toi, tu as tes scores, tu fais tes répartitions. Tu sais pas comment l'adversaire va répartir en face de lui, donc tu sais pas si lui va privilégier l'initiative. Et l'idée, c'est qu'en fonction de ton adversaire, tu vas t'adapter. Tu vas te dire, lui, c'est plutôt quelqu'un qui va être plutôt physique, donc moi, je vais peut-être pas forcément l'attaquer dans le physique parce que ça risque de s'éterniser. Et donc, c'est un jeu qui se veut justement tactique. Il y a une espèce de dimension, comme on dit, un système pierre, papier, ciseaux. C'est-à-dire que si tu choisis l'initiative alors que l'autre a choisi quelque chose d'autre, tu vas être plus faible. Voilà, ça dépend combien tu vas mettre en initiative, parce que l'idée c'est que si tu as mis par exemple 3 en initiative, que l'autre a mis 4 en initiative, il agit avant toi. Donc il y a un peu comme ça des choix tactiques. Et l'idée c'est que t'as pas de fumble entre guillemets, mais si tu rates, c'est de ta faute, c'est que tu t'es pas assez concerté avec les joueurs. Et j'aimais bien ce système-là justement qui... Et je le vois pas mal en one-shot. Alors sur les campagnes, les joueurs connaissent bien l'univers et tout, donc s'adaptent bien. Mais je vois pas mal en one-shot, c'est que les joueurs sont un peu émerveillés parce que tu peux faire plein de trucs et tu réfléchis avec les autres et tu joues avec les autres. Tu joues pas ton personnage dans ton coin. D'accord. Tu fais pas des groupes de 1, quoi. Rapidement, comment c'est édité ? Comment c'est indépendant ? T'es édité de façon professionnelle ? Il y a un éditeur, il y a un distributeur ? Comment tu te distribues ? Alors moi je travaille avec une micro maison d'édition, donc c'est ma sœur qui est à la tête, donc voilà, t'es comme moi, t'es indépendant. Voilà, c'est ça. Et c'est édité sur Lulu. Donc tu vois, excellent. Donc évidemment, voilà, c'est ça. C'est ça, donc j'ai des coûts sur les illustrations parce que c'est le plus gros du budget qui part en illustration. Après tout ce qui est maquette, c'est moi qui m'en charge. Tout ce qui est sorti et tout ça, c'est moi qui m'en charge avec ma sœur qui me donne un coup de main. Est-ce qu'il y a une question, on dit souvent nous à la cellule que les auteurs, en tant que journalistes, on nous pose plein de questions, mais qu'il y a toujours des questions qu'on nous pose jamais et qu'on aimerait bien qu'on nous pose. Est-ce qu'il y a une question de cet ordre-là ? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Je sais pas, je suis un gros bourrin à la base, en fait. C'est marrant parce que quand mon jeu est sorti, les critiques que j'avais vues dans Casus à l'époque, c'était poétique et tout. Parce que j'employais un vocabulaire un peu difficile. Bon, j'ai fait des études de lettres, donc c'est un peu le problème de quand tu fais des études de lettres, t'as tendance malgré toi à utiliser des mots difficiles. Et donc, mais c'est vrai qu'au départ, moi, je suis un peu pragmatique. C'est pas un jeu. Il n'y a pas eu de volonté au départ de créer un jeu. C'est un jeu qui est venu de lui-même au fil des parties, tu vois. C'est pas des choses. Je me suis pas dit à un moment qu'est-ce que je vais faire comme jeu ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui vient de rien. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme problématique. J'ai pas. C'est du Donjon Dragon au départ, mais qui ressemble plus du tout. Donc, c'est vrai que pour moi, le jeu, c'est quelque chose qui se joue. C'est pas quelque chose qui se crée un peu dans son coin. C'est pas comme un livre, tu sais, où t'es tout seul dans ton coin, t'écris ton livre. Le jeu de rôle, pour moi, c'est quelque chose qui se vit, voilà. Qui se construit au fur et à mesure, etc. C'est une position très intéressante, qui est pas du tout la mienne. On va pas encore parler pendant des heures. Non, mais c'est intéressant justement d'avoir des positions différentes parce que je veux dire. Alors moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, évidemment, le jeu, si tu playtestes pas, ça foire. Mais par contre, je pense quand même qu'il y a des propos,
Bah, tu dis ça, mais en même temps, je suis sûr que t'es quand même parti dans le jeu de rôle en te disant que t'allais critiquer un petit peu la société de consommation, non? Tu crois pas? Ouais, mais bon, alors après, il y a mes opinions politiques qui transparaissent, mais justement, moi, j'ai vraiment... ce qui m'a intéressé, c'est de prendre le propos de la fable. Il y a beaucoup, dans cet univers-là, il n'y a pas d'humains du tout. T'as des elfes, t'as des gnomes, t'as aussi des animaux, et ça me permet aussi de faire des réflexions sur l'humain, mais sans jamais parler de l'humain. Je voulais pas qu'il y ait... Enfin, ce qui me gêne un peu, c'est les jeux dans lesquels t'essayes de faire... c'est l'antiracisme gentil en fait, où t'as des noirs, t'as des asiates et tout ça, et puis t'essayes de dire ah bah non, faut pas critiquer, faut pas être raciste et tout ça. Et moi j'ai la posture inverse, j'ai pris un jeu volontairement raciste, mais avec aucune référence à l'humain. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'asiate. Mais justement ça transparaît à travers les loups, ça transparaît à travers les renards qui sont des espèces que tu joues et tout. Et je voulais justement, c'est comme dans la fable, c'est-à-dire tu parles de notre univers, mais sans jamais y faire référence. Parce que justement, ça évite justement tous les petits trucs qui peuvent mettre mal à l'aise un joueur. Et justement, ça révèle mes interprétations. Voilà. Mais ça, je trouve que la fable, enfin, c'est un peu, tu sais, en littérature, c'est un peu ce qu'on voit, c'est que la fable nous apprend beaucoup plus de choses qu'un récit de base. C'est plus facile de faire entre guillemets la morale aux autres à travers une fable que à travers un cours de morale en disant le racisme c'est pas bien, il faut essayer de redistribuer les richesses et tout. Et c'est souvent un discours qui passe mal, alors que quand tu mets ça en scène au travers d'une fable, c'est quelque chose qui passe en général plus facilement. Excellent. T'es sur quelle région? Et moi je suis sur Rennes. Non, tu déconnes ou quoi? Ouais, non, je suis sur Rennes et donc on va se revoir à Eclipse normalement. C'est vrai? Putain, il faut que tu viennes faire du podcast. Je suis sur Rennes depuis cette année en fait. Putain, faut que tu viennes faire du podcast à la cellule avec nous sur Saint-Malo. Y a pas de souci, y a pas de souci. Oh, c'est trop bien. Oh, quelle bonne nouvelle. Excellent, très bonne conclusion. Merci vraiment Julien de nous avoir présenté ce jeu. À très bientôt sur la cellule. Bah merci et merci à toi. À plus. Et là, je viens de croiser un ami. Il s'agit de Christophe LBJ. Christophe, ça va la pêche? Ouais, ça va, merci. Alors Christophe, tu te lances dans l'aventure de l'indépendance de la création. On te voit fréquenter les ateliers imaginaires, notamment parce que tu es meneur de sens. Et maintenant, te voilà de l'autre côté de l'écran, créateur de Omniscience. De quoi qu'il s'agit, s'il te plaît, Christophe? Eh bien, Omniscience est un jeu dont le propos et de guider l'ensemble des participants d'une partie de jeu de rôle d'un état de meneur de jeu tyrannique, en fait, omniscient, vers un état où la création, l'histoire et la création de l'histoire est partagée entre les participants. Et pour simuler ceci, les personnages incarnés par les joueurs ont un pouvoir qui s'appelle le pouvoir de connexion, hein, ils en sont conscients. Et c'est en augmentant ce pouvoir qu'il donne en fait la capacité aux joueurs de voler du pouvoir narratif, de voler du pouvoir de création narrative aux meneurs de jeu. Voilà, le concept, c'est ça. Oh là là, ça a l'air complètement énorme. Donc du coup, quel est quand on voit le livre là que tu as sous les yeux, qui est une maquette, un prototype, hein, on a devant nous un univers qui a l'air d'être de dark post-apocalyptique assez très ténébreux, très lunaire. Est-ce qu'il y a un univers dédié ou est-ce que les joueurs créent l'univers en même temps que l'omniscient? Alors à la base, je suis parti sur un univers dédié, on va dire un canevas. Un canevas d'univers post-apocalyptique. Le contexte général, c'est une invasion extraterrestre qui a tout balayé. Et 20 ans après, les connectés apparaissent. Et c'est grâce à ces connectés qu'une résistance peut se mettre en place. Surtout parce que à chaque fois qu'ils ont des visions, en fait, les personnages ont des visions du futur qui sont décrites préalablement à la partie par les joueurs. Et grâce à ces visions, ils se rendent compte qu'ils sont capables de vaincre plus facilement les extraterrestres. Cela dit, au fur et à mesure que j'ai avancé sur le travail de ce jeu, je me suis rendu compte que finalement le concept peut être décliné dans plein d'autres mondes. On peut imaginer un monde médiéval fantastique avec une invasion de démons, je ne sais pas. On peut imaginer un monde totalement futuriste. On peut tout imaginer finalement. Ça c'est assez monumental quand même, oui, parce que du coup le monde étant devenu vierge suite à cette apocalypse, on peut tout réinventer finalement, on redevient Dieu quoi. Ben, c'est un peu ça. Je veux dire, quand on est meneur de jeu à la base, tel qu'on nous l'enseigne, à la base, c'est tu es Dieu, tu décides tout, tu changes les règles comme tu veux, tu décides. C'est toi qui as le dernier mot. Et bien justement, le dernier mot, savoir qui a le dernier mot, c'est le concept, c'est la problématique qui est soulevée dans Omniscience et les règles qui ne permettent en fait de ne soutenir que de ça.
D'accord, ce qui permet une cohérence. On sait ce pourquoi on est réunis ce soir pour jouer, si j'ose dire. Voilà. Oui, tout à fait. Le principe, c'est que lors d'une session, lors d'une partie, n'importe qui peut dire ce qu'il veut, fondamentalement, et c'est celui qui a le dernier mot qui valide. Donc, suivant les moments, ça peut être un joueur ou ça peut être l'omniscient. Excellent. On te sent quand même très très influencé par tes lectures de Limbic System et l'écoute des podcasts de la cellule, Christophe. Je me trompe ? Ah, pas du tout. Là, j'y trouve énormément de sources d'inspiration. En fait, comment dirais-je, j'ai commencé à basculer dans la réflexion de fond sur le jeu de rôle à travers les Place to Go, People to Be. Voilà. Ça a été mes premiers contacts avec le fait il y a une autre façon de jouer. Il y a une autre vision des choses. Et puis j'ai découvert Sens. Sens qui m'a amené vers, à l'époque, le forum Silent Drift. Puis qui est devenu les ateliers de l'imaginaire. Et puis j'ai découvert Prosopopée, j'ai découvert Monostatos, j'ai découvert tout ce monde, les podcasts, la réflexion. Et là je me suis dit, mais il y a d'un côté il y a le jeu de rôle industriel que produisent les maisons d'édition. Et à côté on a le jeu de rôle de recherche et développement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les éditeurs fabriquent finalement des produits bien finis, propres, etc., destinés à la vente, alors que nous, sur les ateliers, en fait, la vente, on s'en fout un petit peu, et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est des œuvres, effectivement, des expériences ludiques, des ovnis un petit peu pour faire avancer le média. Ah ouais, tu t'as compris le truc comme ça, et du coup, tu as décidé, toi, plutôt que d'aller du côté des éditeurs et de faire un beau produit d'omniscience, d'en faire plutôt de la R&D, alors. C'est ça, c'est de la R&D, parce que je sais que ce que je fais là ne sera pas apprécié. J'ai pas le terme en tête, compris, apprécié. Ça fait un peu orgueilleux. Non. Je pense pas que ce soit orgueilleux de se dire que un éditeur peut pas éditer ton jeu parce qu'il est trop de niche finalement. C'est pas orgueilleux, au contraire. Tout ce que tu dis, c'est finalement je ne suis pas destiné à un marché grand public. Je ne vise pas un grand public. Ce que je veux, c'est être de faire une expérience dans un domaine donné qui ne plaira forcément pas à tout le monde, donc qui ne convient pas à une boîte d'édition, parce que sinon je vais la couler en fait. Et voilà, je fais mon expérience dans mon coin, mais c'est pas orgueilleux. C'est juste voilà une autre manière de vouloir créer un jeu, quoi. C'est exactement ça, oui. Il ne plaira pas à tout le monde, ça c'est un fait. Mais de toute façon, Vincent Baker disait que quand on game design un jeu, il faut le game designer de manière à avoir une part des joueurs qui ne l'aiment pas. D'accord, ouais. Donc, tu vois, au final, c'est très modeste, moi je trouve, au contraire. Tu dis, mon jeu ne plaira pas à tous. Donc ça veut dire, au contraire, moi c'est toi que je trouve modeste en fait. C'est gentil de le dire. Ça permet de préparer son ego aussi. Oui, parce que du coup tu vas avoir des critiques négatives forcément, de joueurs qui vont pas comprendre ce que tu veux faire, ou tout simplement de joueurs qui pensent que ce que tu veux faire n'est pas réalisé. Et ça, il faut s'y attendre. Mais tu as l'air d'être assez courageux et avoir les épaules pour ça, j'ai l'impression. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai déjà un autre jeu aussi en tête, un hack de Apocalypse World, un hack de vampire en fait. Parce que lors d'un podcast, il était mentionné que, le podcast sur le cinéma d'ailleurs, il était mentionné que on prenait beaucoup à la littérature au cinéma comme source pour le jeu de rôle, mais finalement on ne prenait pas forcément au jeu de rôle en lui-même. Et donc je me suis dit, quand on fait finalement un hack d'un jeu pour émuler un autre jeu, quelque part on prend au jeu de rôle pour le jeu de rôle. Et je me suis dit, moi les règles de Vampire la Mascarade ne me plaisent pas, mais par contre le monde il est vraiment très bien. Alors, et je regrettais aussi que le système de Vampire la Mascarade ou même Vampire le Requiem ne mettait pas en valeur ce qui est pour moi au centre du jeu, c'est-à-dire la bête, le vampire qui sombre dans la déchéance, qui lutte contre la bête. Et donc, je suis en train d'imaginer un système, donc un hack de Apocalypse World, un système qui émule ça, qui tourne quasiment qu'autour de ça. D'accord, ok. Par rapport à Omniscience, pour rester un petit peu sur le jeu, on le trouve où, qu'est-ce que je le trouve ? Alors, on passera par Lulu pour le trouver. Il a un site officiel, omniscience.jdr-passion.com. Je vais certainement aussi diffuser son existence à droite et à gauche, notamment sur les ateliers. Il sera donc sur Lulu en impression à la demande. Pour les ateliers, toujours par rapport de partie, hein. Tu te souviens, la règle d'or, c'est faire un rapport de partie avant de présenter le jeu, notamment sur les ateliers de Frédéric Sintès, surtout là qu'on trouve les projets des autres, hein. Parler de vos trucs, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Il a d'ores et déjà une communauté sur Facebook, et il a une communauté ouverte sur Google+. Google. L'habitude de se foutre de la tranche de Google qui remonte.
Voilà, et j'espère qu'il va attirer l'attention, qu'il trouvera son public, et que en fait surtout qu'il servira de socle pour d'autres recherche et développement de jeux de rôle en fait, qu'il donnera à d'autres l'envie de dire attends, là il y a quelque chose d'intéressant, je vais le retravailler, je vais l'améliorer, je vais essayer une autre vision des choses. Voilà, c'est un petit peu une brique que je donne à la recherche et développement dans le jeu de rôle. Alors Frédéric sera très très heureux de t'accueillir, d'autant plus que Omniscience, on voit, tu parles de posture d'auteur, tu parles de plein de concepts que Frédéric Sintès a vraiment théorisé. Je pense qu'il sera très très heureux d'en discuter avec toi, de t'aider à développer cette R&D, c'est-à-dire de faire de la R&D de la R&D. C'est très bizarre, mais c'est vraiment comme ça qu'on pourrait définir Fred. Et d'autre part, oui, on voit dans les remerciements Frédéric Sintès, dans la bibliographie, Grégory Pogorzelski, Frédéric Sintès, j'ai envie de dire Frédéric Sintès, tu vois, on voit aussi du Jérôme Larrey, bien sûr. Et Marc Young, bien sûr, évidemment. Oh là là, les podcasts de la cellule qui sont cités, mon Dieu, c'est extraordinaire. Alors, tu sais que ça, c'est le meilleur remerciement, le meilleur don qu'on peut faire à la cellule, c'est de montrer que la cellule inspire, que la cellule inspire des créateurs comme toi. Ça nous fait extrêmement plaisir de faire cette interview avec toi. C'est notre récompense, ça, tu vois, les gens qui font. Et j'espère qu'on pourra t'accueillir. Je sais que tu habites à l'autre bout de la France, malheureusement, parce que là, nous sommes au festival de Cannes. Oui. J'espère qu'on pourra t'accueillir à la Barreau pour que tu puisses nous faire un playtest d'Omniscience. Ça me ferait très 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 plaisir si c'était possible. Qui sait, j'espère, mais voilà. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose, une question que je n'aurais pas posée et que tu aurais bien voulu que je pose? Tu as envie de t'auto-poser une question? Je te laisse réfléchir un peu. Je sais que cette question elle déboussole toujours les gens. C'est pourquoi je dis ça, parce que Sébastien Sellerin souvent dit il y a plein de, moi en tant qu'auteur, il y a plein de questions qu'on m'a jamais posées et que j'aurais voulu qu'on me pose. Et du coup, j'ai tendance à poser cette question aux gens que j'interviewe. Alors, à la limite, une question bête qui est le pourquoi tu fais ça? Donc j'ai dit que je voulais apporter une pierre à l'édifice, mais aussi parce que je me fais plaisir. Je me fais très plaisir en faisant ça. Et puis voilà, c'est une façon de laisser un petit peu laisser sa marque et se dire voilà, on a fait quelque chose dans sa vie, on a fait au moins ça. Eh bien merci Christophe, ça faisait très plaisir de t'avoir rencontré. Merci à toi, à bientôt. Merci, à bientôt. Et tout de suite un instant publicitaire, si vous habitez Montpellier, je crois qu'il y a un homme qui veut vous parler. Ben oui, voilà, je m'appelle Florian, je suis président de l'association Manor du Crime et nous sommes une association de jeux de rôle. Nous diffusons le jeu de rôle sur la Montpellier, sa région, depuis maintenant 1 an et demi, avec un local qui existe depuis le mois d'octobre 2014. Il suffit simplement de venir nous voir et nous faisons énormément de choses autour du jeu de rôle, soit enquête, soit meurtre et mystère, jeu de rôle classique et traditionnel, à vous de voir. Eh bien merci mon ami. Ben de rien. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire embarqué de la cellule. Aujourd'hui nous sommes avec Damien de chez Black Book Édition. Damien, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu as patate? Oui, ça va très bien. Ouais. Ouais. Nous sommes à l'heure actuelle au Festival international du jeu de Cannes. Exactement. Tu es venu sur avec le stand de Casus Belli et de Black Book Édition et on est content de t'avoir croisé un peu par hasard. Complètement par hasard. C'était une bonne occasion. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter qu'est-ce que ça fait Black Book, qu'est-ce que c'est dans le milieu du jeu de rôle Alors, qu'est-ce que c'est dans le milieu du jeu de rôle? Je sais pas si c'est à nous d'en parler, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est un des acteurs importants de l'édition. Oh oui. Voilà. Oui. Et puis avec Sans Détour peut-être. Avec l'un des deux. Edge aussi. Exact. 7e cercle aussi, qui c'est que du singe, voilà. Il y a quand même, il y a des acteurs, qui sont là depuis quelques années maintenant, ouais, en fait, qui se sont installés en fait, et qui n'ont pas coulé. Et oui. Et justement, est-ce que tu sens par rapport à ça, par rapport au monde de l'édition, un engouement, quelque chose qui change? Alors en tout cas, je trouve qu'il y en a de plus en plus qui tiennent bien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour le jeu de rôle là en ce moment. Ouais, en tout cas, nous, c'est ce qu'on sent depuis quelques années. Enfin, c'est ce qu'on désire depuis l'origine de Black Book. On fait partie de ces gens qui ont très mal vécu le crash du jeu de rôle dans les années 90. Ouais. Et donc, d'entendre qu'il allait mourir et tout ça, pour nous, c'est le plus beau des jeux en fait. Tous les jeux peuvent aller dans le jeu de rôle et l'inverse, c'est pas vrai. Du coup, et effectivement, depuis quelques années, peut-être par cette stabilité-là, grâce aussi, je pense, au retour de Casus Belli, parce que, à mon avis,
une des vitrines qui a toujours beaucoup porté le jeu de rôle. C'était marque du jeu de rôle. Ouais, c'était le magazine quoi. C'était grâce à ce magazine-là qu'on découvrait le jeu de rôle à l'époque. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais je pense que c'est encore important. Et du coup, tout ça fait qu'il y a un petit engouement. Il y a de belles réussites sur le jeu de rôle là, dans tous ces éditeurs dont on parle. Et surtout, alors ça, je pense que c'est un travail que notamment Black Book a vraiment mené de front. Surtout, on a fait se réintéresser les anciens qui avaient quitté le milieu dans des conditions difficiles quand le jeu de rôle s'est craché. Grâce au magazine, on a essayé déjà de les refédérer, de les faire revenir, leur demander pourquoi ils avaient arrêté de jouer. Ça nous paraissait fou qu'ils aient arrêté de jouer. Et en fait, on s'est aperçu que soit certains venaient de commencer à rejouer, quoi. Je pense à Croc par exemple qui a recommencé à jouer avec Pathfinder, ce qui paraît d'ailleurs un peu fou vu l'histoire de Croc. Mais et d'autres, il suffisait juste de la petite étincelle pour s'y remettre. Et du coup, d'une manière générale, les éditeurs de jeux de société sont remis à nous regarder. Tout ça revalorise le JDR. En fait, le jeu de plateau va de mieux en mieux. Il n'y a aucune raison que le jeu de rôle ne suive pas ce mouvement, même si c'est à un niveau inférieur. D'accord. Alors tu parles bien sûr du retour de Casus Belli. J'ai envie de dire, tu prêches un petit peu pour ta paroisse puisque vous en êtes... Oui, bien sûr, mais après... Et il y a aussi Internet qui, à mon avis, stabilise, permet de refédérer. Non, t'es pas d'accord avec ça? Non, si, je suis d'accord sur Internet, mais malheureusement, je suis pas d'accord forcément sur le véhicule informatif Internet. Par contre, je suis totalement d'accord sur le fait que grâce à Internet, les éditeurs ont trouvé une stabilité financière qu'ils n'avaient pas avant. Est-ce que tu penses au crowdfunding quand tu dis ça? Pas seulement le crowdfunding. À quoi tu penses? Juste le fait d'avoir une boutique en ligne déjà, ça aide. Le fait de vendre un peu de PDF, ça arrondit les fins de mois. D'avoir des dons et évidemment le crowdfunding qui est le sujet du moment, mais qui fait partie de ce mouvement-là en fait. D'accord, ok. Et donc ça, effectivement, ça aide les éditeurs qui sont un peu moins dépendants financièrement, enfin qui sont un peu plus indépendants financièrement par rapport à avant. Cela dit, ça reste toujours très dur. Faut pas... Et puis surtout, mais ça c'est le bon côté du JDR, c'est que ça reste un loisir où tu peux pas totalement appliquer les recettes commerciales. Donc on reste dans l'artisanat, on reste entre passionnés. Pour le moment, on reste entre passionnés et nous, ça nous convient bien, quoi. Ouais, bien sûr. Si le retour du JDR, ça doit signifier la perte de l'intégrité de tous ces éditeurs qui sont passionnés, nous ça nous intéresse pas, quoi. On aimerait bien avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire faire revenir le JDR en restant dans un milieu comme ça très agréable du fait que tout le monde est passionné par ce loisir-là. Ceux qui ne sont pas passionnés, ils restent pas longtemps parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Quelles sont les grandes licences que Black Book édite? Est-ce que tu peux les citer rapidement pour que les auditeurs recalibrent? Bien sûr, rapidement. Les auditeurs vous connaissent déjà, mais pas forcément tous, parce que c'est le marché du JDR, c'est un marché aussi qui est fragmenté. Il y a pas mal de gens qui, par principe, veulent pas s'intéresser à des jeux s'ils voient qu'ils sont gros. Il y a plein de petites chapelles comme ça, et nous, on est plutôt. Alors même si on s'est mis sur un certain créneau. Donc des gros jeux, on est vraiment, on s'intéresse à tout. On aimerait bien qu'il y ait plus de passerelles entre tous les jeux. Donc, et Casus Belli, c'est un peu ce combat-là. On essaie de pas en faire un magazine propriétaire. Vraiment, tous les jeux s'y retrouvent et surtout que les gens comprennent que des fois, ils vont passer à côté d'un gros jeu quand ils aiment les jeux indépendants, alors que ce gros jeu-là, peut-être finalement, il est fait pour eux, et inversement, quoi. Bien sûr. Donc on essaie, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gros jeux en jeu de rôle. Enfin, il y en a quelques-uns. Il y a Cthulhu, il y a Pathfinder, et trucs comme ça. Enfin, Donjons et Dragons, je veux dire, mais c'est relatif. Vis-à-vis du marché d'édition du jeu de société, c'est très relatif. Donc on aimerait bien qu'il y ait moins de chapelles. C'est quoi un succès chez Black Book en termes de vente, aux boutiques et aux particuliers? Ça se compte en combien? On communique pas sur les chiffres parce qu'en fait, quand on rentre dans ça devient un problème de com. C'est-à-dire les gens, il y a des éditeurs qui sont prêts à mentir ou à mentir, mais juste un peu, juste ce qu'il faut. Enfin bref, il faut décoder les chiffres et tout. Donc nous, on préfère pas les annoncer. Les seuls qu'on a annoncés, c'est parce qu'il n'y avait pas de concurrence en face. Donc on a offert le vrai chiffre. Mais bon, après les gens nous croient ou pas, mais c'était sur Casus Belli. Le retour de Casus Belli où on imprime à 5000 et le premier numéro est épuisé. Donc on en a vendu 5000. Donc là, on a communiqué parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Bon, entre-temps, il y a J. Darmac qui est arrivé, mais
ils sont en kiosque. Bon, voilà, bon, on l'annonçait avant de toute façon. Voilà. Mais sinon, on communique pas trop sur les chiffres. Parce que celui qui dit le vrai chiffre, il va se retrouver avec des chiffres ridicules. Alors qu'en fait, il est peut-être leader sur ce oui, truc-là. tout à fait. D'accord, Donc, ok. et surtout, on ne veut pas rentrer en bisbille avec ceux qui font la com là-dessus pour le moment. Donc Pathfinder, Shadowrun. Voilà, licence, tu me demandais, j'ai pas réussi à dire un seul mot. Donc Pathfinder, c'est la licence phare, qui est l'histoire un peu incroyable. Nous, on est fans de Donjons et Dragons. Avec David, ou en tout cas au moins de l'histoire de Donjons et Dragons, et du coup pouvoir éditer Pathfinder, qui a un peu pris la relève pendant quelques années, c'était génial. Shadowrun, qui est un de nos jeux préférés aussi, avec David, donc le boss de Black Book. Ce sont nos deux gros jeux, et puis évidemment Pavillon Noir, Polaris, qui sont des jeux français. On édite moins de jeux français que certains autres éditeurs. On fait plus de traductions, mais on en a quand même quelques-uns qui sont qu'on essaye de faire durer dans le temps, quoi. Alors, au final, vous faites uniquement de la traduction, vous travaillez pas avec des auteurs? Alors justement si, donc tu vois, avec Pavillon Noir et Polaris c'est le cas. Oui, pardon, mais c'est vrai que justement par rapport à plein d'autres éditeurs, c'est pas la norme. C'est pas la norme. Et nous ce qu'on aime bien faire, même si c'est pas, en fait on aime tout dans le JDR, mais il y a certains éditeurs qui sont sur certains créneaux. Certains créneaux sont aussi beaucoup plus difficiles que d'autres. Traduction, tu veux dire que éditer un jeu français, c'est prendre beaucoup de risques. Alors non, ce que je voulais, pour aller au bout du truc, c'est que ça dépend de... C'est-à-dire que justement que nous, les jeux français qu'on va éditer, c'est des jeux qu'on va pouvoir proposer sous un format, sous un gros format, si possible. Maintenant, en plus, on essaye de vraiment passer à la couleur, tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut quand même des ventes significatives, il faut vraiment croire au produit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui viennent chez Black Book proposer leurs jeux et qui se retrouvent souvent avec une réponse négative, mais on est plus sélectif. C'est pas forcément à cause du travail de l'auteur. C'est juste des fois il y a des choses on peut dire ça c'est bien, mais autant que ce soit chez un autre éditeur dont c'est vraiment le cœur de métier, vu que l'enjeu financier fait que ce sera mieux chez lui que chez nous. Très intéressant. J'ai l'impression que dans les micros de la cellule là, comment dire, j'ai l'impression que tu t'excuses un petit peu d'être un géant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas mal. Non, mais en plus, les indépendants sont là, les éditeurs sont là, et moi je pense que c'est très bien et qu'on cohabite très bien, et que même s'il peut y avoir des débats, des discussions. Notamment sur le podcast de la cellule, avec des discussions autour du rôle des éditeurs et de la façon dont ils éditent, et on peut discuter. Je pense que de toute façon c'est bien que vous soyez là, et je pense que c'est bien pour vous aussi qu'on soit là. Tu vois ce que je veux dire? Donc de toute manière, beaucoup de réserves, mais vas-y. Non, mais en fait c'est parce que on se considère pas comme des géants, parce que pour nous. Quand on voit comment les petits éditeurs travaillent, oui, mais quand on voit comme les petits éditeurs travaillent, comme nous on travaille, il y a beaucoup de proximité. Et en fait, on est tous des indés, et c'est juste que il y a des indés qui peuvent pas en vivre, et puis il y a des indés qui en chient pour en vivre. Et nous, on fait partie de cette catégorie-là, quoi. Je pense que c'est ça la différence. Alors, ça amène, avec le temps peut-être, ça amène un peu plus de professionnalisme. Encore qu'on on nous objecte souvent qu'on en manque. Donc, tant que les gens nous disent qu'on en manque, c'est qu'on fait toujours partie des indés, quoi. Ce que tu dis ici, c'est que le rôle de l'éditeur, le rôle d'un éditeur comme Black Book, en dépit de ces grands formats carrés, cartonnés, qui claquent dans les magasins, ça reste quand même un travail d'éditeur comme pourrait le soutenir n'importe quel indépendant ou boîte d'édition moins importante. On n'est pas plus gros qu'un éditeur indépendant. Le monde du jeu de rôle n'est pas assez grand pour qu'on arrive à cette distinction entre d'un côté l'éditeur géant et de l'autre l'indépendant. Si on peut faire une distinction dans le sens où quand même fatalement certains n'en vivent pas, d'autres en vivent. Donc déjà on est en attente c'est normal de pouvoir attendre plus de ceux dont c'est leur vie, leur métier, de ceux qui s'en est pas vraiment, même s'ils essaient de faire un travail professionnel. Bien sûr. Donc c'est normal qu'on fasse la différence. Mais après, le problème c'est que souvent l'extrême inverse, c'est d'imaginer que les gros éditeurs entre guillemets de JDR en France se considèrent comme gros, se placent sur un certain pied par rapport vis-à-vis du public, alors que c'est pas la réalité concrète. En tout cas, certainement pas chez Black Book, certainement pas chez nous, quoi.
Et puis ouais, donc voilà. En fait, le problème c'est plutôt l'extrême inverse. Moi, très souvent, on critique ma position quand je dis oui, moi, Romaric Briand, je suis éditeur. Je l'ai peut-être fait d'ailleurs. Non, c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu es en train de dire que finalement, les gens qui disent Romaric Briand, tu peux pas parler du métier de l'édition parce que tu es indépendant. Là, tu es en train de dire non, attends, le rôle de l'éditeur, même comme Black Book, et ton rôle d'éditeur indépendant, finalement, on a des métiers très proches. Si on discutait, on tomberait d'accord sur plein de points. En tout cas, sur la difficulté. On a plus en commun que en tout cas, sur la difficulté à vivre de la passion. À vivre de la passion, ça c'est clair. Et puis en plus, à faire ce type de produit pour qu'il soit vendu. Ça c'est clair et net. Et puis surtout, c'est dur à vendre. Nous, on travaille vraiment. On sent, de toute façon, que le souffle revient, les gens s'y réintéressent. C'est tout notre projet avec Black Book. Faire en sorte que le JDR a mieux et qu'après les éditeurs, chacun fait son boulot. Chacun fait son truc. Et après, celui qui veut en profiter le plus, faut qu'il fasse les meilleurs jeux et puis c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Voilà. La critique quand on entend des critiques par rapport aux éditeurs, comme pourrait l'être Black Book par exemple sur la cellule, c'est moins sur le métier. C'est-à-dire, on sait que vous faites bien votre travail. La question n'est pas là, tu vois. La question est de... Comment dire ? Un auteur, si tu veux, de son point de vue, il a une vision de l'éditeur qui est que c'est un professionnel qui sait des choses que lui, il ne sait pas, qui sait faire des choses que lui, il ne sait pas faire, etc. Et souvent, certains éditeurs, assis sur ce piédestal, en profitent pour créer une forme de domination sur les auteurs. Et ça... Même si toi tu l'as rencontré par exemple. Moi je l'ai rencontré. Oui, après... Parce qu'en fait à la cellule, si tu veux, on recueille les témoignages des auteurs qui viennent déçus par certains éditeurs. On les recueille tous. Non mais ça, la déception, voilà. je peux la comprendre dans le sens où déception et exploitation, Damien. Parce que la déception c'est autre chose. Que la déception on peut la comprendre. Un auteur qui croit à fond en son produit et qui se heurte à la réalité concrète que l'éditeur vit. C'est difficile quand on croit que son jeu il peut marcher à fond et puis qu'en fait ça marche pas à fond. Alors il peut y avoir, ça engage aussi la responsabilité de l'éditeur, mais en fait la réalité concrète pour faire qu'un jeu se vende, un jeu de rôle se vende, elle est très compliquée. Très compliqué. Donc je comprends que des auteurs puissent être déçus. Voilà. Parce que la stratégie est pas bonne, parce que quoi qu'il arrive, le résultat pourrait jamais être à la hauteur de ce qu'ils attendent. Mais par contre, sur l'exploitation, j'avoue ne pas forcément avoir entendu parler de ce genre de choses, honnêtement. D'accord. Non mais on n'en parle pas. Et de toute façon, si tu veux... Attends. Mon esprit se remet en place. J'avoue que j'en ai déjà entendu parler en fait. Voilà. Seulement on peut pas... Ça a pu arriver. Mais moi je peux pas parler à la place des gens. Ce qui est sûr c'est que nous, justement... Les gens s'en aperçoivent, je pense, ceux qui nous suivent s'en aperçoivent. Parce qu'on a souvent tendance à dire, à se défendre sur le fait que, attendez, c'est dur, c'est d'autant plus dur pour nous qu'on paye les gens. Alors c'est ça. C'est-à-dire que donc si on le dit, c'est que c'est bien, que voilà, c'est pas toujours évident. Souvent, voilà, là où on critique les éditeurs, parce que c'est du jeu de rôle, parce que c'est un média de niche, parce que c'est une passion. Et vous, les auteurs, on va pas vous payer, mais bon, nous par contre, éditeurs et distributeurs et boutiques, nous par contre, on se paye. Et ça, c'est le premier point de crispation. C'est une réalité, du marché de l'édition en général. Ce qu'il faut savoir. En ce moment, il y a un grand mouvement dans la bande dessinée autour de ça, où en fait les bandes dessinées sont en train de battre tous les records de progression, et en fait tous les auteurs, sauf quelques très grands auteurs, et encore, tous les auteurs constatent une précarisation terrible de leurs revenus, tout ça. Donc ça c'est un mouvement général de la société, et franchement demander à des petits éditeurs de jeux de rôle de faire face à ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que nous, on paye tous nos contributeurs, mais malheureusement on applique ce qu'on appelle un tarif de jeu de rôle. Et le tarif de jeu de rôle, de toute manière, on n'arrive pas à le faire progresser comme on l'aimerait, ou comme même on l'a fait au début de Black Book, ce qui a mis en danger la société à sa naissance. D'accord. Donc, vous en parlez un petit peu dans l'interview. C'est un des mérites que je reconnais à David quand il a ouvert Black Book Edition. Il s'est dit, moi je veux pas faire comme ça. Je vais salarier les gens et je vais pas le faire. Et en fait, c'était pas possible, tout simplement.
Et à un moment, tu te poses la question, soit t'arrêtes, et soit bah non, mais en fait, c'est un moment, quand c'est ta vocation, quand c'est ton truc, David, il est né là-dedans. Voilà. D'où la recherche légitime de la part des indépendants pour continuer notre discussion entre éditeurs et indépendants. D'où, à mon avis, la discussion légitime des indépendants de dire est-ce que ce modèle éditorial est le meilleur possible. Et donc d'interroger et de se dire est-ce que finalement le jeu de rôle pour l'instant est trop encore un secteur de niche pour avoir des éditeurs traditionnels et d'inviter les gens à devenir indépendants et à favoriser, mais dans un premier temps. Ce que je veux signaler quand même, c'est qu'il y a une contrepartie à tout ça. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr, quand on voit le temps qu'on passe sur l'écriture d'un JDR et quand on voit ce que ça peut rapporter à la fin, c'est entre guillemets pas correct d'un certain point de vue. Mais en même temps, il ne faut pas oublier ce que c'est que quand on veut vivre d'une passion ou gagner de l'argent d'une passion, on rentre dans un métier. Et un métier, se voir artiste ou auteur dans un métier commercial, ça n'a rien à voir avec être juste un auteur. Donc rien n'empêche les gens d'être des auteurs pleinement, c'est-à-dire sans contrainte. Voilà. Mais s'ils veulent gagner de l'argent avec, eh ben, ils rentrent dans un métier. Et donc, plus le métier il est professionnalisé, plus il va y avoir des contraintes sur la création. Alors ça c'est toi qui le dis, Damien. Moi par exemple je pourrais te soutenir l'inverse. Par exemple moi je suis un auteur à part entière, je fais pleinement ce qui me plaît. Mais tu es ton propre éditeur. Je suis mon propre éditeur et j'arrive à m'en sortir. En sachant que j'ai aussi des relecteurs. Peut-être, mais ce que je veux dire par là c'est que... Donc Internet permet quand même maintenant à des auteurs freelance... Écoute, je sais pas combien tu gagnes mais... À mon avis, voilà, c'est quelqu'un qui veut... J'ai un chiffre d'affaires de 800 € par mois. Voilà, chiffre d'affaires. 800 € par mois, c'est pas un bénéfice. C'est difficile de vivre avec... Mais je fais des cours à domicile à côté pour boucler pour mettre du beurre dans les fins de mois. Si on se pose la question de base, c'est-à-dire si en France, pour vivre, il faut au moins le SMIC... Moi je considère, le minimum c'est que les gens aient ça. On est nombreux à considérer ça. Oui, bien sûr. Vu que les gens ont voté pour ça, enfin voilà. Il y a longtemps, mais voilà, ça existe. Ils ont voté, puis après. Du coup, moi je considère que c'est ça le palier. Donc tu y es pas au palier. Non, j'y suis pas. Voilà. Non. Donc en fait, pour être à ce palier-là, le jour où on peut être à ce palier-là, si les éditeurs sont plus forts, la contrainte sur la création elle sera plus grande. Les auteurs, il faut voilà, c'est sûr qu'on est nombreux en France, moi le premier quand j'étais plus jeune, à vouloir vivre d'un métier sans contrainte, sans truc. Mais en fait, un métier, c'est une erreur philosophique. Hein. Un métier au départ, c'est une contrainte, c'est un compromis. C'est un compromis avec la vie. Tous les matins, quand tu mets ton réveil pour te lever, tu fais un compromis avec la société. Voilà, donc le métier, il y aura toujours le rêve de... Même ceux qui te disent qu'ils arrivent ils arrivent soi-disant à vivre sans machin, c'est pas vrai. Il y a toujours un métier derrière, il y a des gens qui travaillent. Le système, comme il est fait, impose plein de contraintes, certaines plus ou moins agréables, plus ou moins faciles à accepter. Mais voilà, il faut prendre conscience de tout ça aussi. Moi, tout ce que je veux dire par rapport à ces débats, c'est que les indépendants proposent un modèle, les éditeurs proposent un modèle, ces deux modèles peuvent coexister absolument. À mon avis, ils sont complémentaires. Ouais, ils sont complémentaires, mais ils sont même proches par plein d'aspects. En fait, moi, j'aime pas trop la dichotomie. Ouais. En fait, c'est pas ça, mais c'est que d'un côté, en fait, on justifie le bon aspect de la dichotomie, légitime, entre le grand éditeur et le petit éditeur, parce que c'est normal, le petit éditeur, on peut pas non plus, il n'en vit pas, on peut pas lui demander les mêmes choses, on peut pas que le grand éditeur, on est en droit d'être plus exigeant par exemple du grand éditeur, ça, je suis tout à fait d'accord, ça c'est légitime, mais en fait ça vient derrière, comment dire, légitimer quelque chose qu'il est moins, c'est-à-dire qu'on serait différent, alors qu'on est un milieu tellement petit, avec pas suffisamment d'argent pour être autre chose que des passionnés, et faire la différence entre ma passion à moi, la tienne, celle de Ludovic Papel qui faisait la boîte à eux, qui est un tout petit éditeur, ou de Stéphane de Hedge par exemple, et ben moi je trouve ça indécent parce qu'en fait toi je te connais moins bien, mais je suis persuadé qu'on est tous au taquet sur le JDR, c'est partie de notre vie, c'est hyper important pour nous, et du coup moi je trouve ça dommage parce que
C'est cet aspect-là. Mais après, je suis d'accord pour concevoir qu'il y a je suis d'accord avec toi que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Après, je pense que c'est intéressant que ces débats aient lieu sur des divisions, de façon à ce que chaque auditeur, par exemple pour la cellule, mais aussi que chaque personne qui connaît ce milieu de jeu de rôle puisse à un moment donné faire son choix et se dire quel modèle je choisis. Mais tout à fait. Non, mais tout à fait. Et je veux dire, c'est pour ça que je veux dire, je suis pas contre la dichotomie parce que c'est normal qu'elle existe, mais je veux pas qu'elle serve à légitimer des choses qui sont injustes en fait. C'est injuste de dire que Ludovic Papey il est moins fan de JDR que le mec des Black Book parce que c'est un petit éditeur avec l'autre, ou l'inverse. C'est injuste. Je crois qu'il y a personne qui soutient ça. Enfin, je suis pas sûr. Non. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui revient facilement. C'est facile. Les gens, on a tous des modèles en tête, quoi, entre les grandes entreprises, les petites entreprises, et on l'applique au milieu du jeu de rôle. Mais je suis désolé, mais le petit jeu de rôle, c'est la petite et micro-entreprise. C'est voilà, je trouve ça dur pour certains. C'est une erreur qu'on a pu faire autrefois sur la cellule dans les premiers podcasts, je pense, de confondre. Mais de plein de gens, et nous aussi quand on a commencé, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, on se rend bien compte que c'est pas le cas. On a 10 ans, tu viens ici, tu vois notre stand, on n'est pas devenu un leader du marché du jeu de société avec le jeu de rôle. Voilà. Autre sujet éventuellement qu'on peut aborder, et autre sujet de crispation, mais je pense pas que ce soit le cas pour Black Book, mais de friction parfois entre les éditeurs et certaines écoles d'indépendance, c'est cette idée que le système est important. Alors pour Pathfinder ça ne fait aucun doute, pour Shadowrun ça ne fait aucun doute, les systèmes sont copieux. Alors quelle est votre politique éditoriale à ce sujet-là? Eh ben, au risque de trahir mon article qui vient de paraître dans le dernier Casus, en fait, nous, justement, on a fait un petit papier d'humeur parce que c'est une question qui nous ennuie. C'est que le jeu de rôle, c'est de jouer le rôle, pour nous, hein. Et en fait, on est désespéré par les gens qui pensent que l'un ou l'autre est plus important. C'est-à-dire que pour nous, le meilleur jeu de rôle, la meilleure partie de jeu de rôle, c'est celle où tu es à 100% jeu, à 100% rôle. Et c'est pas incompatible. Par contre, ça prend plus de temps, ça c'est vrai. Les parties durent plus longtemps. Mais voilà. Et après, c'est une question de goût et de plaisir, c'est-à-dire que ou de conditions de jeu. Puis cette fois-là, on a envie de faire ce jeu, d'aller sur un jeu où justement on va avoir des règles vraiment light, on va pouvoir se concentrer sur le rôle, où le MJ va avoir un scénar très particulier, ou même où il y aura plusieurs MJ, ou peu importe. Et puis de temps en temps on aura envie de faire un bon vieux donge, mais à donf au taquet, à fond sur les règles, déplacement de figurines, à triper comme des malades, mais avec peut-être moins de rôle, et aussi, et c'est ce que je prêche, à fond aussi avec le donjon, à fond rôle, à fond règles. Et du coup, cette dichotomie, les gens ils se créent aussi sur des postures parce que ça ils ont vu naître l'intérêt. Par exemple, je prends toujours l'exemple quand t'as jamais joué, tu te retrouves à une table avec un super MJ. C'est souvent important, un super MJ, un mec qui te fait vibrer pour X ou Y raison. S'il te fait vibrer avec, je sais pas, tu fais un scénar Cthulhu avec une intrigue de fou, tu jettes 3D, et ben t'as conscience à toi quand tu vas parler avec les autres, où tu vas voir une autre partie avec un MJ moins bon, mais qui va faire un truc, un dungeon crawling, et ben tu vas avoir forcément la conscience, l'impression en tout cas, qu'il y a quelque chose qui est plus fort que l'autre. Ouais. Et d'ailleurs, moi c'est comme ça que j'ai vécu les choses. Et un jour, tu tombes sur un MJ de fou qui te fait faire un dungeon crawling, et c'est 10 fois mieux presque que ce que tu avais vécu avec Toulouse. Ouais, mais ça arrive pas à tout le monde, vu qu'en fait tu te fermes d'entrée de jeu en disant bah non, ça marche pas ça. Voilà, le vrai jeu de rôle, c'est les intrigues, les machins. Et en fait, justement, moi j'ai envie de lutter sur cette impression qui est légitime en fait. C'est-à-dire que la personne pense vraiment de bonne foi, se dit bah non, là c'est carrément moins bien, regarde, j'ai testé, c'est carrément moins bien. Mais moi j'ai envie de dire à tous les gens, mais en fait, restez quand même ouverts d'esprit, vous avez le droit de préférer un genre, c'est normal de préférer un genre, mais dites-vous déjà que faire les deux en même temps, c'est possible. Donc quelque part, se fermer à l'un, vous avez le droit de préférer, il n'y a pas de souci, c'est normal d'avoir ses goûts, ses préférences, mais de vouloir les opposer, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, c'est vraiment un truc
C'est un truc de... voilà, c'est... Au départ, on pense que c'est légitime, mais je pense que ça l'est pas, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment, totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'idée d'opposer finalement les règles au plaisir du rôle, c'est absurde, quoi. Et ça, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est justement les règles et le système de jeu et le système de résolution qui vont pouvoir amener les gens à produire le meilleur jeu de rôle, le meilleur rôle possible. C'est ça que tu veux dire? Alors, c'est pas forcément ça que je veux dire, mais... c'est une des preuves que de les opposer est une mauvaise idée. Mais il peut y avoir ces deux approches. C'est-à-dire l'approche où c'est stupide de les opposer parce que la règle incite énormément au rôle en plus. Donc ce serait dommage de s'en priver. Mais on peut très bien jouer à des jeux où les règles ne portent aucune indication, quelle que ce soit, aucune incitation au rôle, mais quand même faire du rôle à 100%. C'est-à-dire qu'il y a une vision très fausse, par exemple, de... Là, je suis pas d'accord avec toi. Alors, je te prends un exemple. Il y a une et ça, mais le temps passe, la mémoire s'efface. Mais un des exemples très forts, c'est que les gens imaginent que le rôle, par exemple, il est né avec Vampire. Or, en fait, le rôle, il est né avec Donjons et Dragons. Avec l'œil noir. Donjons et Dragons bien avant l'œil noir. Oui, c'est bien. Aux États-Unis, je veux dire. Et quand tu discutes avec vachement de gens qui ont découvert le jeu de rôle à la grande époque de Gigax, quoi, au tout début, fin années 70, début 80, et ben les parties qui te décrivent, c'est des parties où le rôle prenait une ampleur incroyable sur le jeu, incroyable, et que notamment l'espèce d'outil des alignements qui est vu par plein de gens, notamment ma génération à moi qui est arrivée dans Donjon, Donjon c'est de la merde. Moi je pense que c'était le premier à penser ça. En pensant les alignements, c'est un truc tout nul. En fait, c'est un outil de fou pour moi, pour le rôle, mais bref. Et ben justement, le rôle était hyper important. Donc en fait, l'origine du jeu de rôle, déjà, le rôle était hyper important, le jeu est hyper important, et il y a, même s'il n'y a pas les règles dessus, il y a des joueurs qui ont eu conscience du rôle, ils n'ont plus besoin forcément des règles pour... Tu prends l'exemple des alignements qui est très bon. L'alignement, il t'incite à créer dans une direction donnée, à faire des propositions pour ton personnage dans une direction donnée. Et il incite le MJ à essayer de faire respecter certains aspects d'incitation dans le jeu et tout ça. Et oui, donc, mais tu vois, c'est une règle qui incite au rôle. Oui, bien sûr. Ah, non, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Je pense que, mais je pense que s'ils l'ont inventé, c'est que déjà le rôle était présent à la table, à leur table, à JTX et compagnie, quoi. Faudrait demander à Fradval. J'aimerais bien qu'on en reparle un de ces jours, mais moi, les meilleurs rôlistes que j'ai vus, c'est-à-dire entre guillemets ceux qui pour moi jouaient le rôle d'une manière superbe sans prendre le pas sur le jeu non plus, c'est-à-dire pas juste en partant sur un délire théâtral où toi t'as un rôliste qui vient qui a jamais vu ça la première partie, tu peux pas jouer avec eux parce que t'as pas le niveau entre guillemets. Et ben moi tous ces joueurs-là, ils ont débuté dans les années 80 en MJC, c'était comme ça que ça se jouait, quoi. Et eux, quand on leur raconte comment plein de gens jouent aujourd'hui, ils disent ah bon? Et pourtant ils jouent qu'à Donjons et Dragons. Tu vois, c'est intéressant parce que cette distinction que tu fais, nous à la cellule, on a fait plutôt, c'est la distinction entre ce que certaines personnes appellent le roleplay au sens de faire rouler les dés et le roleplay au sens de jouer son rôle. Et nous, cette distinction pour nous, elle a pas beaucoup de sens parce que justement, les règles amènent les gens à jouer des rôles. C'est ce que je t'expliquais à propos des alignements. Oui, mais en fait, moi, je pense qu'on est d'accord. Quand tu disais roleplay, moi, je résumais ça par jeu dans jeu de rôle. Et quand tu résumais roleplay, je disais rôle. Mais c'était pour dire que justement, pour moi, les deux sont complémentaires. Tu peux avoir des jeux où c'est complémentaire et tu peux avoir des jeux où en fait ça se croise beaucoup, c'est-à-dire que la règle aussi incite au rôle. Mais quoi qu'il arrive, le jeu de rôle étant une constituante des deux, on ne pourra pas se passer de l'un ou de l'autre. On n'a pas épouser les autres, on n'a pas épouser l'un et l'autre. J'ai envie de dire, si on se passe du jeu, ça devient peut-être du théâtre. Ouais. Après, ça me dérange pas, c'est-à-dire si qu'il y a des jeux du rôle, ça devient du jeu de plateau. T'auras envie de dire quelque chose comme ça? Ouais, du jeu de figurines. C'est de rentrer dans tes concepts. Ouais, dont le jeu, tu vois, le jeu de rôle est né du jeu de figurines. C'est le moment où le jeu de figurines, tout d'un coup, tu te mets à jouer un rôle. Le rôle de ta figurine, c'est là que le jeu de rôle est né, en fait. C'est à ce moment-là qu'il est né, en tout cas historiquement. Donc tout ça est finalement assez logique. Et moi, j'aime pas qu'on les oppose. Et justement, les gens qui les opposent souvent pour snobber l'autre. Moi, j'ai envie de leur... Aujourd'hui, ce que j'ai envie de leur dire, ce que je leur ai dit dans ma Sneaky Humor, c'est leur dire, tu penses être... Parce que souvent on dit ouais, moi, genre c'est mieux, quoi. Tu vois, moi, quand nous c'est roleplay, c'est mieux, quoi. Moi, j'ai envie de leur dire, mais attends. Alors tes roleplay c'est mieux, mais les règles, tu vois, ah non, les règles c'est pas important. Je dis bah non, moi c'est mieux parce que moi c'est le roleplay à fond et les règles à fond. D'accord, ok.
Ah, c'est intéressant. C'est une façon provocatrice de faire évoluer les pensées, quoi. En fait, on a le droit d'avoir tous ses préférences, c'est très bien, c'est super. Ça donne des choses étonnantes. Je veux dire, il se passe plein de trucs très bien dans le milieu du jeu de rôle, dans des jeux qui sortent des sentiers battus, c'est super. Mais on n'a aucun besoin d'opposer les styles de jeu. Au contraire, faisons-les partager tous, quoi. Donc rapidement, évidemment, c'est ce que vous cherchez à faire, parce qu'on parlait de ça à la base, avec les éditions, avec les traductions que vous faites chez Black Book, d'allier le rôle et le jeu. Ouais, ça se voit pas forcément avec Black Book, parce qu'on est connecté sur les gros jeux et tout ça, mais par contre, si on fait Casus Belli de cette manière-là, je pense que c'est pour ça. On essaye de pas snobber les genres et tout ça, on n'est pas parfait, hein. En plus c'est pas la rédaction de Casus Belli de la grande époque avec des salariés et tout ça, mais voilà, on essaie justement d'être ouvert, de répandre cette vision-là du jeu. Voilà, en tout cas à ta manière, avec ton modèle théorique à toi, tu viens de soutenir ce que nous sur la cellule on a fait vraiment un espèce de leitmotiv, à savoir que le système est important et qu'on ne peut pas juste exclure l'un ou l'autre, et surtout pas pour snobber l'autre, surtout pas pour snobber celui qui le fait. C'est-à-dire qu'un jeu qui exploiterait un jeu qui paraît presque être un jeu de rôle, qui exploiterait vraiment quasiment que le rôle, très bien. Un jeu qui exploiterait quasiment que les règles, quasiment pas le rôle, pourquoi pas. Je me souviens de 4 Vallon qui était très orienté jeu de figurines et qui était quand même annoncé comme un jeu de rôle, enfin plus ou moins. Moi je trouve ça très bien. Voilà. Et en plus, alors peut-être que le jeu très sur le rôle, qui n'a pas beaucoup de règles, sera difficile de mettre des règles dedans parce qu'il faudra les inventer. Mais en vrai. Tout est possible suivant ce qu'on préfère, en fait, quoi. Mais c'est sûr que la construction des oppositions, mais notamment dans le débat, apporte plein de bienfaits. C'est-à-dire, ça fait réfléchir et ça fait évoluer les pensées, tout ça. Mais il y a plein de pièges. Il y a plein de pièges sur le fait de s'opposer. Intéressant. Nous on le pose jamais ce débat comme ça, façon roleplay et roleplay. Je suis content qu'on en parle. Ça fait longtemps que j'ai envie que tu m'interviewes pour la cellule, parce que moi ça fait partie des trucs que justement, tu vois, quand je vous écoute, j'ai envie d'en parler, quoi, tu vois. N'hésite pas. Donc non, moi c'est très bien, je suis content. Mais du coup, toi t'habites dans quelle région? T'habites dans le sud, c'est ça, hein? Nous on est à Lyon. Je sais pas si c'est vraiment le sud. C'est le début du sud, ouais. C'est 4h30 de train de Saint-Malo pour participer au podcast de la cellule. Non, mais je te fais pas un reproche, hein, surtout pas. Non, je sais bien. Mais c'est juste pour te dire. D'ailleurs, on s'est pas recroisé depuis Octogone. Ça peut se faire. Et voilà, c'est juste des occasions. Hein. Ouais. Oui, mais après c'est des occasions. En tout cas, merci Damien pour cette interview. J'essaie de te poser des questions aussi sur nos différences, hein, pour que ce soit pas juste présentation de Black Book. J'espère que ça t'a pas. Pas le moins du monde. Merci Damien. On n'a pas tant d'occasion de ça, de parler avec les gens. Il y a souvent aussi des gens qui ont une image très fausse de Black Book, parce qu'ils n'ont pas forcément accès à ça, ce qui se passe derrière, ce qu'on dit. Donc on est content de pouvoir en parler avec les gens. C'est bien, parce que nous c'est pareil à la cellule, il y a plein de gens qui ont des images fausses sur nous, donc t'inquiète. On est tous victimes. De toute façon, l'information elle circule pas aussi facilement que ça. Le jeu de rôle est un loisir, les gens ils s'intéressent au loisir, mais ils n'ont pas forcément envie de savoir comment ça se fait derrière non plus, hein. C'est normal, je l'accepte. En tout cas, bonne chance pour Black Book, que la force soit avec vous, avec Pathfinder et tous ces magnifiques jeux comme Deadlands et tout ça, c'est fantastique. Deadlands, j'aime bien, j'adore Shadowrun, j'adore Deadlands, moi j'aime bien vos productions. J'ai commencé avec ça, un affect particulier évidemment, donc bon courage, bonne chance. Merci. À bientôt, salut Damien. À bientôt, au revoir.